Fox India Lima, autorisé approche à vue, piste 22 droite en restant sur la mer, maintenez 2000 pieds. Donc autorisé approche à vue, 22 droite en restant sur la mer. Pista Jet 498, turn left, heading 040. Left, 040, Richard 498. Vous avez certainement déjà entendu ces conversations entre les pilotes et la tour. On a l'impression qu'ils parlent un langage codé fait de chiffres, de mots précis et dans un ordre bien établi. C'est ce qu'on appelle la phraséologie et c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. En vol, le seul lien avec le monde extérieur, c'est un casque et une radio. Pas d'écran d'assistance, pas de conversation téléphonique, pas de contact visuel avec ceux qui nous veillent depuis la tour, et malgré les casques réducteurs de bruit, le fond sonore du cockpit, donc les moteurs, le vent, les alarmes, reste omniprésent. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, le son est proche d'un talkie-walkie. Et pourtant, il faut se comprendre parfaitement pour éviter les accidents, parce qu'une phrase mal entendue, une mauvaise intonation peut conduire à une mauvaise interprétation et ça peut avoir des conséquences très graves. C'est pour ça que l'OACI a mis en place un système universel avec un alphabet international et des expressions standardisées pour chaque situation. Le décollage, la montée, l'approche, en cas d'urgence, pas de bavardage, pas de phrases inutiles, on raconte pas sa vie, on va vraiment à l'essentiel selon un modèle précis et c'est ce qu'on va voir dans notre vidéo aujourd'hui. Avant de rentrer dans la phraséologie en détail, on va faire un petit retour historique. Il faut savoir que pendant et juste après la Première Guerre mondiale, les premiers essais de communication entre les avions et le sol apparaissent. En 1915, la toute première liaison air-sol est réussie, et l'année suivante, la société Marconi lance la production des premiers émetteurs-récepteurs radio qui seront utilisés au-dessus de la France pendant la guerre. Le langage, lui, est encore non standardisé, chaque pays va parler plus ou moins sa propre langue, et les messages sont souvent longs et mal transmis et difficiles à comprendre. Pour simplifier, on adopte déjà quelques codes abrégés, hérités de la télégraphie maritime, les Q-codes, comme le QNH ou le QFE, qui sont les ancêtres du langage aéronautique moderne, et avec la montée de l'aviation commerciale et militaire, il va devenir urgent de créer une langue commune. Dans les années 1930, apparaissent les premières expressions standardisées, Roger pour message reçu, Wilco pour will comply, affirme qui veut dire oui, et négatif pour un non sans ambiguïté. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés doivent coordonner des milliers d'appareils et l'unification des procédures radio devient alors une nécessité. À la fin du conflit, l'idée d'un langage universel s'impose et en 1944, la création de l'OACI marque le début d'une véritable standardisation mondiale. Et en 1956, l'alphabet OTAN-OACI est officiellement adopté avec les fameux Alpha, Bravo, Charlie, etc. On a désormais un langage compris par tous, du petit Cessna jusqu'à l'énorme Boeing 747. Pourtant, le système n'est pas encore parfait, et chaque incident va permettre d'améliorer les communications. L'un des plus tristement célèbres se produit le 27 mars 1977. Ce jour-là, sur l'île de Tenerife, deux Boeing 747 se retrouvent par hasard sur le même aéroport, en raison d'un détournement à cause d'un attentat sur l'île voisine. Ils attendent donc que la situation se calme. Mais ce jour-là, les conditions sont exécrables, brouillard épais et radio saturée. Pour rejoindre la piste, il faut remonter celle-ci à contresens, puis faire demi-tour au bout avant de décoller. Le Boeing de KLM remonte la piste, et pendant ce temps, un autre 747, celui de la Pan Am, roule encore sur cette même piste, caché dans le brouillard. Les contrôleurs au sol, eux, ne voient plus rien depuis la tour. Et dans cette radio saturée d'échanges, un malentendu survient. Le commandant de KLM croit entendre qu'il est autorisé à décoller, et le contrôleur pensait lui qu'il attendait encore. Le Pan Am est toujours en train de dégager la piste. Et quelques secondes plus tard, les deux avions se font face dans le brouillard et c'est la catastrophe. 583 morts, le pire accident de l'histoire de l'aviation civile. Mais dans ce drame naît une révolution. Dès les années suivantes, l'OACI modifie la phraséologie mondiale. Il va être désormais interdit d'utiliser le mot take-off, sauf dans l'autorisation finale. Ça va être remplacé autrement par departure dans tous les autres cas. Et le collationnement devient obligatoire, donc les pilotes répètent mot pour mot les autorisations reçues. Et surtout, on introduit une nouvelle culture, le CRM, Crew Resource Management, une formule basée sur la communication et la coopération et la remise en question dans le cockpit, parce que souvent le copilote n'ose pas remettre en question ce que pense le pilote alors qu'il le faudrait. Aujourd'hui, la communication aérienne repose sur un langage précis et universel. En vol, on communique sur des fréquences VHF comprises entre 108 et 137 MHz. Certaines de ces fréquences sont universelles. 121.5 par exemple, c'est utilisé pour la détresse. 123.5, c'est utilisé pour les aérodromes non contrôlés. Sur un terrain non contrôlé, il n'y a pas de tour de contrôle, comme son nom l'indique. Les pilotes échangent donc directement entre eux sur la fréquence de l'aérodrome. Le service rendu est un service d'information de trafic et un service en cas de détresse. Chaque pilote annonce sa position, ses intentions et écoute les autres pour s'auto-séparer. Aucun contrôleur ne donne d'autorisation et donc chacun est responsable de sa propre séparation.
Par exemple, en tour de piste, un pilote dira Fox Hotel Delta India Lima, en finale piste 21 pour un complet. Ça c'est pour dire que l'avion souhaite atterrir piste 21. Sur un terrain contrôlé en revanche, c'est différent. Un contrôleur assure ici différents types de services selon la phase de vol. Un service de contrôle de trafic aérien qui va garantir la séparation entre les aéronefs, un service d'information de vol qui va fournir des renseignements utiles à la sécurité, trafic, météo, vent, etc. et un service d'alerte qui est prêt à se déclencher si un avion cesse de répondre. Ces services varient selon la classe d'espace aérien, de A à G, du plus contrôlé au moins contrôlé. Dans les espaces de classe A à D, la radio et l'autorisation sont obligatoires. Le contrôleur gère activement la séparation. Dans les classes E, F et G, la responsabilité revient principalement au pilote. Dans tous les cas, la phraséologie obéit à une structure universelle. Qui on appelle, le nom du service, qui on est, qui est l'indicatif complet de l'avion, où on est, c'est la position ou la phase de vol, ce qu'on veut faire, donc les intentions du pilote, et des informations complémentaires. Après chaque instruction reçue, le pilote doit confirmer la bonne réception. Il existe deux types de confirmation. L'accusé de réception, un simple Roger ou Wilco pour Will Comply qui va signaler que le message a été entendu, et le collationnement qui est utilisé pour toutes les autorisations critiques. Le principe, c'est de répéter mot pour mot les éléments essentiels du message pour éviter toute erreur d'interprétation. Le collationnement est obligatoire pour les autorisations de roulage, de décollage ou d'atterrissage. Il est également obligatoire pour les caps et les altitudes assignées, les changements de fréquence, les codes transpondeurs et les autorisations de route ou de clairance. Les informations météo, QNH ou les remarques non critiques peuvent se contenter d'un Roger. Et si un doute existe, le pilote doit faire répéter jusqu'à ce que tout soit clair. Il vaut mieux répéter plutôt que de risquer un accident. La phraséologie, c'est en réalité pas si compliqué que ça, puisqu'on va vraiment à l'essentiel et que les phrases sont souvent tournées de la même manière, donc c'est assez répétitif. Et si vous passez votre PPL, vous allez vite voir que les pilotes répètent les mêmes phrases encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne quasiment des réflexes. Le but, c'est vraiment d'uniformiser au maximum afin de pouvoir être compris, peu importe l'accent ou la langue maternelle. Il faut par exemple qu'un japonais ou un français qui parle se comprennent, et donc c'est pour ça qu'on reste concis. D'autant plus qu'il ne faut pas l'oublier, mais la qualité audio n'est pas aussi claire qu'un téléphone. Enfin, au-delà de l'aspect purement mécanique de la communication radio, il y a aussi le CRM. Le CRM, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui a permis d'abandonner en gros la hiérarchie rigide des années 70 pour construire une coopération équilibrée dans le cockpit. Le principe est simple, on va utiliser toutes les ressources disponibles, humaines, techniques et mentales, pour que chaque membre d'équipage puisse s'exprimer, corriger ou confirmer une action sans crainte hiérarchique. Ça paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, bien souvent, on n'osait pas contredire le pilote qui était un peu comme sur les navires, le seul maître à bord après Dieu. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est la phraséologie aéronautique et pourquoi les pilotes utilisent des phrases types concises et répétitives. Derrière chaque mot, il y a un sens, et le fait d'avoir un registre de mots de vocabulaire réduit permet justement d'uniformiser la langue et donc d'être compris par tout le monde. Quand on a 200 mots de vocabulaire, c'est beaucoup plus facile à apprendre par tous. C'est vraiment basique, mais c'est la logique, on n'est pas là pour faire du Molière. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas non plus à commenter pour me faire part de vos remarques ou votre feedback, et moi je vous dis à très bientôt pour la suite.